Ah, le Merkava. Rares sont les chars ayant fait couler autant d'encre, qu'elle soit physique ou numérique. Effectivement, le Merkava a été et est toujours l'un des chars faisant le plus parler de lui, autant pour sa conception atypique que par ses faits d'armes durant les nombreux conflits auxquels il participa et participe encore dans ses versions les plus modernes. Pour certains, il s'agit du meilleur char du monde. Pour d'autres, le résultat au mieux médiocre de nombreux facteurs auxquels Israël fut confronté. Mais dans tout ça, comment le Merkava a-t-il donc vu le jour ? Eh bien, évidemment, tout commence avec les liens étroits avec le Royaume-Uni. À la fin des années 50, les Britanniques acceptent de vendre à Israël des Centurions Mark V d'occasion, qui commenceront à arriver en 1959. Peu après, Israël continue à acheter des Mark III, des Mark V et même des Mark VIII, qui était alors l'une des versions les plus modernes du char. Ces Centurions, formant alors l'ossature du corps blindé de Tsahal, n'auront pas une excellente réputation. Peu fiables dans le climat israélien, le moteur, les freins, la transmission et le canon seront les principaux défauts pointés du doigt. Cela inquiéta Israël, qui se tourna donc vers les États-Unis pour se procurer des chars, notamment les nouvelles versions du M48 Patton, mais ce n'est pas le sujet. Bref, l'économie britannique au début des années 60 n'est pas incroyable, et ils essaient tant bien que mal de vendre le plus d'équipements possible à l'étranger. Puisqu'ils développaient alors un nouveau char, le FV4201, pour remplacer le Centurion, ils souhaitaient se débarrasser de ces derniers. Le Royaume-Uni proposa une offre plutôt intéressante pour Israël. S'ils achètent leur Centurion d'occasion, Israël pourra rejoindre le programme de développement du FV4201. Ils auront aussi les pleins droits pour modifier la conception de ce dernier à leur aise, pour l'adapter au terrain et au climat. Évidemment, la production en Israël de ce qui deviendra le Chieftain leur a aussi été accordée. Historiquement, Tsahal avait plus confiance en la France. Elle avait collaboré avec l'État hébreu pour la conversion de Sherman et l'achat d'AMX-13. Le Royaume-Uni était vu comme un pays plutôt pro-arabe. Cette offre britannique était une énorme surprise donc pour Israël. Personne ne s'attendait à un tel coup de poker. Elle permettrait à Israël de rejoindre le club des nations possédant des chars extrêmement modernes et capables de produire ses propres blindés, ce que jamais la France n'aurait fait. Le Chieftain qu'on leur offrait était bien plus puissant que les Centurions qu'ils avaient, avec un canon de 120 mm capable de perforer tous les chars du monde. On leur offrait aussi la technologie et le savoir-faire pour produire du blindage moulé. Bref, Israël accepta sans aucune inquiétude l'offre britannique et acheta des centaines de Centurions obsolètes. Le marché fut d'autant plus rapide que les partis politiques de gauche au pouvoir au Royaume-Uni et en Israël s'entendaient bien. Le deal reçut le nom de code Abir, chevalier en hébreu, et le général Israël Tal, surnommé Talik, fut mis aux commandes du projet. En novembre 1966, 2 délégations israéliennes arrivèrent au Royaume-Uni. La première, commandée par Talik, contenait des officiers du corps du matériel, et l'autre, commandée par Aaron Schatz, des officiers du corps blindé. Plusieurs équipes israéliennes vinrent en Angleterre pour participer au développement du Chieftain. Puisque la production du Chieftain devait rapidement débuter en Israël, le directoire du char, Mantak, sera par la suite établi en mars 1969. En attendant, d'autres délégations allaient et venaient pour observer le procédé de production du char à l'usine de Leeds. Israël ayant rempli sa part du contrat, le Royaume-Uni prépara l'envoi de 2 Chieftain Mark II, accompagnés d'ingénieurs et d'experts de l'Ordnance Corps. Les chars furent envoyés dans le Negev, près du kibbutz Sde Boker, un endroit très chaud et poussiéreux. Parfait pour pousser à bout le char. Et poussés à bout, ils le seront. Les Chieftains connurent rapidement leur première défaillance. Les premiers moteurs L60 à piston opposé lâchèrent après 50 heures de fonctionnement, les Britanniques accusant la poussière. Les Israéliens, eux, ne pensaient pas que le seul problème venait de la poussière, mais aussi du char. Pour régler ce problème, les Britanniques devaient développer un filtre spécial empêchant la poussière de rentrer. Ce qu'ils firent. Pourtant, cela n'a pas réglé le problème. Les moteurs de Chieftain continuaient à mourir en boucle. Les ingénieurs se rendirent compte que les culasses se fissuraient en raison de l'expansion des pistons causée par la chaleur. Le second problème était, comme le Centurion, lié aux freins. Si les freins du Centurion étaient trop faibles pour l'arrêter lorsque le char était en descente, ceux du Chieftain ne marchaient pas lorsque le moteur ne fonctionnait pas à la perfection. Effectivement, après quelques coups de frein, ils lâchèrent. C'était évidemment inacceptable, et Israël insista sur la création de systèmes de secours pour conserver les freins. Petit problème, nous sommes maintenant en 1967. Le 23 mai, le président égyptien, Nasser, ordonne un blocus du détroit de Tiran pour les navires israéliens. L'armée de l'air israélienne lance des assauts préemptifs sur les positions égyptiennes, débouchant sur une guerre ouverte, la guerre des 6 jours. Les Britanniques n'avaient peur que d'une chose, qu'Israël utilise les 2 Chieftains au combat. Ainsi, les officiers britanniques retirèrent les optiques des chars pour qu'ils soient inopérables. Les Anglais continuèrent à envoyer des messages à Israël pour leur demander de retirer les Chieftains des positions proches de la frontière, par crainte qu'ils soient capturés par l'Égypte.
Les Israéliens, amusés et à l'assaut dans le Sinaï, répondirent aux Britanniques de ne pas s'inquiéter, car ils avaient repoussé les frontières. Suivant la victoire d'Israël, son amour pour le chieftain n'en tarit pas. Il souhaitait acheter la première livraison le plus vite possible afin d'avoir un char capable de contrer le T-62. Pourtant, le Royaume-Uni traînait des pieds. Les Britanniques avaient une politique, sur le papier, d'équilibre au Moyen-Orient. Ils ne souhaitaient pas mettre le feu aux poudres en fournissant des armes à un seul côté. Dans les faits, les Britanniques fournissaient des armes aux pays arabes sans hésitation. Et oui, les pays arabes étaient des partenaires économiques beaucoup plus importants qu'Israël, et avaient entre leurs mains une arme plus importante que les chars, le pétrole. Risquer un embargo sur le pétrole et une perte de partenaires économiques ne fit évidemment pas pencher les Anglais en faveur d'Israël. Finalement, les Arabes reçurent l'information comme quoi Israël voulait se doter de chieftains. Surprise, ils menacèrent de sanctions économiques et d'embargo sur le pétrole si le deal n'était pas annulé. Certaines ambassades seront attaquées pour cette raison. Les Israéliens sentaient que les Britanniques n'étaient plus vraiment intéressés, et cherchaient des excuses pour ralentir ou même annuler Abir. Le gouvernement britannique connaissant une période peu sympathique, le chieftain fut le sujet de bien des débats. Certains étaient pour, d'autres contre. Les premiers arguaient qu'Israël était un formidable outil dans la lutte contre, par extension, l'Union soviétique, et les seconds que, de toute façon, les renseignements israéliens, comme quoi les pays arabes allaient être dotés en masse de T-62, n'avaient aucun fondement. En fin de compte, ce deal, outre le char physique, représentait aussi l'attitude que devait adopter le Royaume-Uni concernant Israël. Le secrétaire d'État aux Affaires étrangères, Michael Stewart, se place en faveur d'un rapprochement avec les États arabes, par opposition à Denis Healey, secrétaire à la Défense, et Harold Wilson, Premier ministre. La position dominante devenait celle de Stewart plus le temps passait, et conscients de cela, les Britanniques décidèrent de jouer la carte de l'hypocrisie. Ils continuent de promettre à Israël monts et merveilles, tout en sachant pertinemment que le deal ne se fera jamais de leur part. Une réunion du cabinet s'est tenue, non pas pour savoir s'il était possible d'effectuer leur part du contrat, mais pour savoir s'ils devaient continuer à mentir ou non pour la prochaine visite de Talik. Les Britanniques souhaitaient même savoir comment empêcher Israël d'acheter des chars américains pour qu'ils puissent le garder comme client des Centurions obsolètes. Le temps passe et la production du Chieftain Mark IV, la version israélienne, ne pointe pas le bout de son nez. La date limite d'Israël avant laquelle le deal n'aurait alors aucun retard était juin 1969. Une fois cette date passée, il y aurait au moins un retard de quelques mois. La situation continue à empirer, et Talik, qui avait pour habitude de souvent venir au Royaume-Uni pour suivre le programme, fut recommandé de repousser ou d'annuler sa prochaine visite. Ce n'était pas qu'une manœuvre. Même le ministre de la Défense, qui n'avait aucun problème avec Israël, recommanda à Talik de patienter, pour ne pas avoir de problème avec les affaires étrangères. L'attaché militaire israélien en Angleterre recommanda d'insister sur la nécessité de la visite, en mettant l'emphase sur une supposée infériorité d'Israël face aux pays arabes et particulièrement sur la menace représentée par le T-62. Ce qui devait arriver arriva, le contrat fut annulé. Le Royaume-Uni demanda à Israël de leur rendre les chieftains, ce qu'ils firent. Ce fut évidemment un choc, Israël pensant naïvement que le contrat allait arriver à bout, quoique un peu en retard. Outre le choc de la trahison, c'est aussi celui du fait établi. Israël n'aura pas de char de combat moderne avec un gros canon, ni ne pourra le produire par ses propres moyens. Dans ces conditions, le choix le plus pragmatique, et effectivement le seul, était de continuer à moderniser perpétuellement les mêmes chars obsolètes, les Shot et les Magar. Cela permettait aussi à Israël de se forger une expérience plus poussée avec les blindés, d'autant plus que la capture de modèles étrangers sur le champ de bataille permit d'affiner leurs connaissances. En bref, Israël décida de ne plus faire confiance à quiconque et de s'occuper eux-mêmes des affaires blindées, ce qui passerait par la création d'un char national. L'homme principal derrière cette idée d'autonomie était le général Israël Tal, dont j'ai déjà parlé. Lui et son bras droit, le lieutenant-colonel Israël Tilan, géraient respectivement le Mantak et la branche blindée du corps du matériel. Néanmoins, des questions restaient en suspens. Vouloir un char, c'est bien. Pouvoir le faire, c'est mieux. Est-ce qu'Israël avait la capacité industrielle, économique et logistique de construire son propre char ? Est-ce qu'Israël avait la capacité technologique pour concevoir son propre char ? Ces questions, ils se les sont posées, et les retours étaient unanimes. Oui, Israël peut construire son propre char. Ainsi, en 1970, quelques mois après l'annulation du contrat du Chieftain, le projet Maaseh Merkava fut lancé en secret. Le nom est directement repris d'un ancien texte juif parlant de l'ascension spirituelle vers les cieux et le trône de Dieu. Merkava, traduit directement en char, au sens de l'ancien char, est aussi bien utilisé pour un char classique que pour le char de Yahvé. Dans ce sens, le nom était parfaitement trouvé pour un char israélien. Le ministère de la Défense confia le programme Merkava au Mantak, qui avait la responsabilité de développer, produire et faire entrer en service le char.
Il devait aussi établir et étendre les industries militaires qui devaient participer, ainsi que les usines civiles. Une autre entité fut créée pour gérer la conception même du char, le Rashut Pitwan Tank, ou Rapat. Israël Tilan sera mis à la tête du Rapat, et Talik conserva celle du Mantak. La première suggestion pour le char israélien, le nom sous lequel il était connu, était de copier les chars modernes et d'utiliser des pièces déjà utilisées par Tsahal, moteurs, canons, suspensions, etc. Il n'y aurait finalement qu'à dessiner la caisse et la tourelle du char, accélérant le développement et le rendant moins coûteux. Cette suggestion se transforma rapidement en une conversion des chars Magar. L'autre suggestion était de créer de zéro et de le concevoir en totale adéquation avec les besoins de Tsahal, sans compromis. Dans la tête des Israéliens, cela signifierait un char dont la principale caractéristique serait son blindage et sa protection de l'équipage. Cette protection permettrait in fine une meilleure mobilité tactique sous le feu ennemi. Ils mirent aussi un point d'honneur sur l'ergonomie du char. L'équipage ne devait pas être fatigué à cause des tâches quotidiennes et de l'utilisation du char pour aller au combat. C'était une conséquence directe de l'utilisation massive du Centurion, décrié pour son ergonomie allant de douteuse à horrible pour le pilote. Pour résumer, Israël associait la valeur du char à son endurance sur le champ de bataille, surpassant les autres caractéristiques. Il était aussi un concentré des retours d'expérience de la guerre des 6 jours, où Israël avait affronté de nombreux types de chars et tiré de nombreuses conclusions. L'une des plus importantes étant que les blindés étaient souvent touchés sur la partie supérieure, menant à une tourelle particulièrement atypique. Une fois les grandes lignes du blindé tracées, il ne restait qu'à produire une maquette en bois. La première pièce était le glacis supérieur, qui sera installé sur une Jeep M38 pour y simuler le poste du pilote. Cette Jeep surnommée Oukandaise effectuera des tours dans le désert, dans toutes les conditions, pour déterminer la meilleure position possible pour le pilote. Si le Merkava est connu pour son pilote situé sur la gauche, la position à droite fut aussi essayée. En septembre 1970, une maquette grandeur nature fut construite et entreposée à la base de Tel HaShomer, près de Tel Aviv. Cette maquette présente des différences assez notables avec ce qui deviendra le Merkava, notamment dans sa tourelle. Talik ayant peu confiance dans les ingénieurs israéliens, il fit notamment participer des chefs de char expérimentés qui passèrent des jours à examiner chaque position et chaque pièce. Talik joua aussi un rôle de relations publiques, puisque pas tout le monde n'était convaincu par son Merkava. La prochaine étape était de construire un véritable char, en acier. Tilan suggéra d'utiliser un châssis de Centurion abandonné et d'y installer son moteur. Ainsi, le Merkava, comme on le connaît plus ou moins, naquit d'un shot détruit durant la guerre des 6 jours et retrouvé dans une casse de Tsahal. Pour y adapter la largeur du Merkava, ils découpèrent bêtement le châssis à la torche et installèrent une pièce entre les deux. Le moteur sera installé dans le compartiment moteur original et le barbotin tournait simplement dans l'autre sens pour en faire l'avant du char. Une tourelle faite en acier de construction sera apposée sur le char, qui sera envoyé dans le désert. Ce char recevra plus tard une véritable tourelle fonctionnelle de Magar 3. En attendant, un deuxième prototype, que vous connaissez probablement, fut construit là encore sur châssis de Centurion, mais utilisait aussi une tourelle de Centurion comme poids supplémentaire. Les essais des prototypes étant satisfaisants, il fallait maintenant construire un véritable prototype armé. Le travail sur celui-ci débuta fin 1971. D'autres prototypes suivront peu après. Le but d'Israël était de construire rapidement une série de chars à partir des prototypes, avant d'avoir véritablement finalisé le char. Un événement vint interrompre le processus. Le 6 octobre 1973, les pays arabes attaquent par surprise Israël et tout le pays est mobilisé. Usines, ingénieurs et soldats sont réquisitionnés pour l'effort de guerre. Les ateliers et les centres de réparation sont entièrement utilisés pour réparer les chars endommagés. Bref, personne n'a le temps ni vraiment l'envie pressante de développer le Merkava. Suivant la victoire d'Israël, Talik demanda que le développement du char reprenne le plus vite possible. Une équipe spécialisée fut assemblée pour étudier les carcasses de chars détruits, permettant d'obtenir de précieux renseignements. Le Merkava, qui avait été un temps déblindé avant la guerre, pour l'alléger, puisque frôlant les 60 tonnes, reprit finalement ce blindage. Talik insista sur la prise en compte des enseignements de la guerre dans la conception du char, aux grandes dames des usines qui durent effectivement revoir leurs plans. C'est toute l'industrie qui avait été développée pour le Merkava qui servit à réparer les blindés israéliens, le retardant encore plus. Pour mieux comprendre le Merkava, il est nécessaire de s'intéresser sur ce qui fait son atypisme. Israël se rendit compte que plus de 70% des chars touchés l'étaient sur l'arc frontal. Il fallait donc maximiser la protection frontale. Cela passa par l'utilisation massive de blindage moulé, permettant d'obtenir des formes très peu appréciables pour quiconque souhaiterait tirer dessus. Par rapport au positionnement du moteur et de la transmission, eh bien c'est tout autant la conséquence du souhait d'avoir une meilleure protection que de l'incapacité d'Israël à produire du blindage plus moderne. Effectivement, si le blindage composite se démocratisait dans les autres pays, Israël n'avait pas de telle technologie, et cette configuration permettait de légèrement compenser.
Effectivement, un moteur n'est pas fait en acier de blindage et ne possède pas les mêmes propriétés balistiques que l'acier de blindage, offrant au mieux une protection contre les projectiles à charge creuse. Les nombreux réservoirs du char, qu'ils soient de carburant, d'eau, etc., étaient contenus dans des réservoirs auto-obturants spécifiques, jouant eux aussi un certain rôle dans la protection du char. Les râteliers de munitions, situés à l'arrière, sont contenus dans des conteneurs résistants à la chaleur et permettant un petit peu de répit en cas de cook-off. Entre ces râteliers se trouvait une porte permettant à l'équipage d'évacuer rapidement le char en cas de problème, sans avoir à l'exposer au feu ennemi. L'un des changements les plus importants pour la survie de l'équipage est peut-être l'un des moins soupçonnés. Vous le savez, les chars américains utilisent un système hydraulique pour faire tourner la tourelle avec, donc, un liquide très inflammable. Durant la guerre du Kippour, certains équipages se retrouvèrent gravement brûlés à cause de ce système, incitant au passage à un système électrique sur le Merkava. Là où les Magars eurent une influence positive sur le Merkava, c'est au sujet de la motorisation. Israël utilisait massivement les diesels américains de série AVDS 1790 sur les Magars et les Shotcal. Ces moteurs étant généralement satisfaisants, l'AVDS 1795A de 908 chevaux fut choisi. Initialement, le Merkava devait recevoir le moteur de 750 chevaux utilisé dans les Magar 3, mais se révéla trop peu puissant, au fil de l'augmentation du poids du char. La position du moteur était encore sujet à débat. Effectivement, Sitalik était tout à fait en faveur du moteur à l'avant, le corps du matériel préférait une solution plus conventionnelle, arguant que cela rendrait le char très vulnérable en combat de char. Cela posait aussi un problème de refroidissement. Le moteur étant encastré à l'étroit à l'avant du char, il fut déterminé que pour refroidir correctement le char, il faudrait un système utilisant jusqu'à 20% de la puissance moteur. Il y avait aussi le problème de l'échappement du moteur qui affecterait la visée du tireur. Eh bien ces problèmes seront réglés par la création de déflecteurs placés sur le moteur qui dirigeaient l'air sur ce dernier pour le refroidir. Finalement, il ne restait plus qu'à produire le char, ce qui semblait être difficile. Le chef de l'usine de Merkava, le général Uriel Tamir, refusa de commander l'outillage et les machines nécessaires tant que les plans du char n'étaient pas finalisés. Tilan refusa quant à lui de fournir les plans tant que l'usine n'était pas prête à produire le char. Talik pensait que Tilan ralentissait le développement, ce qui eut un impact sur ce dernier, puisque les équipes du Mantak et du Rapat haussèrent le ton. Tilan stagnait, d'autres officiers prenant en galon, il restait au même stade. Certains gradés lui furent passer le message que, s'il quittait le développement du Merkava, sa contribution serait bientôt oubliée. Israel Tilan démissionna de son poste à la tête de l'équipe de conception du Merkava en 1975. Et ces gradés avaient raison. Si aujourd'hui le père du Merkava est généralement incarné par Israel Tal, ce n'est pas pour rien. C'est oublier la contribution qu'aura apporté Israel Tilan au Merkava, qui, plus correctement, a deux pères. En septembre 1975, les premières plaques d'acier du Merkava furent découpées. La commande initiale comptait 8 chars, dont la production débuta véritablement en 76 et dura jusqu'en 79. Effectivement, Israël rencontra de nombreux problèmes durant cette période, et les 4 premiers chars ne sont livrés qu'en avril 79 à une unité spéciale. Les chars furent d'abord essayés dans le Negev, près de la base de Tseelim, sous la supervision de nombreux ingénieurs, et bien sûr, de Talik ainsi que de Tilan. Les équipages étaient inspectés par le corps médical, qui s'assurait de la condition physique et mentale des équipages dans divers scénarios de combat possibles. La deuxième batterie d'essai eut lieu au Golan, le deuxième des fronts principaux d'Israël à cette période. D'un point de vue géologique, le plateau du Golan est une zone très intéressante pour y essayer des chars. C'est un endroit très rocailleux, permettant de tester les limites du char, principalement les suspensions et les chenilles. Les essais confirmant les capacités du Merkava, la prochaine étape était de l'accepter en service. Pour cela, rien de mieux qu'une cérémonie honorant l'une des brigades blindées les plus reconnues d'Israël, la 7ème brigade, qui était alors équipée uniquement de Shotcal Aleph. Ainsi, il fut choisi d'organiser cette cérémonie le 29 octobre 1979, le jour célébrant le Eil HaShirion, le corps blindé. Une zone fut localisée près du terrain de Sindiana avec pour objectif de la transformer en un lieu où des milliers de personnes pourraient assister à une démonstration de chars. Le 29 octobre, la plupart des personnalités israéliennes se rendirent au Golan pour y participer. On peut citer Ezer Weizmann, ancien pilote et dirigeant de l'armée de l'air, Amnon Reshef, qui a commandé une brigade durant la bataille de la ferme chinoise, ou bien Israel Tal, le papa du Merkava. Alors apparurent 11 Merkava au son des moteurs et des marches de Tsahal. Chargeant des ennemis inexistants à toute vitesse, les Merkava démontrent leur capacité. N'étant pas équipés de râteliers à l'arrière, les chars font débarquer de l'infanterie, impressionnant les spectateurs. La cérémonie se conclut par un passage de l'armée de l'air, comme si elle était en mission d'appui rapproché. Les Merkava formèrent une ligne et chargèrent la tribune, pointant le canon en l'air et s'arrêtant en face des invités.
Suivirent alors les discours et, suivant la fin de la cérémonie, la 7ème brigade se retrouva avec ses premiers Merkava en service. En quelques mois, le 82e bataillon était entièrement équipé de Merkava de production de série. Les Merkava de pré-production furent envoyés aux autres bataillons en attendant. Alors que la 7ème brigade terminait de s'équiper en Merkava, le spectre de la guerre planait encore sur le Moyen-Orient. Israël se préparait à rétablir la paix en Galilée. Bref, ils allaient envahir le Liban, et le Merkava en fera partie. Mais ça, c'est une autre histoire.